Bonsoir, nous sommes maintenant réunis pour ce dernier volet de la loi de programme de 577 pour la France. Et ce volet est un petit peu complexe. Il concerne l'ambition européenne. Ce n'est pas un sujet facile, mais vous allez voir que nous portons deux idées fortes. Une qui est que l'Europe doit prendre à bras-le-corps le sujet de la défense et des frontières. Et le sujet, c'est que cette Europe qui est constituée de régions fortes, qui sont les poumons économiques, doit aussi tisser entre ces régions transfrontalières, par sujet d'intérêt, des projets qui permettent de les développer plus avant, par l'économie d'échelle, par la taille. Donc, on va procéder en 5 points ce soir. Je vais à nouveau vous rappeler la loi de programme, mais très très vite, parce que vous la connaissez par cœur maintenant. Ensuite, une introduction générale sur ce sujet européen, faire un petit peu le point sur l'état de l'Europe. Et puis les deux points que j'ai cités, la politique de sécurité et de défense, l'Europe des territoires, et puis nous ferons un petit résumé. Voilà. La loi de programme, donc vous savez que c'est un projet de loi qu'on prépare maintenant, 577. J'en profite pour rappeler que les 577 candidats viennent des territoires, doivent recueillir au moins 100 soutiens pour pouvoir se présenter, mais ne sont pas une collection de personnalités qui ont toutes leurs idées. Elles portent ensemble une loi de programme qui est un plan pour ne pas résoudre tous les problèmes évidemment qui se posent à la France, puisque les problèmes autres pourront être traités pendant la mandature par des groupes de députés spécialisés, mais pour traiter le noyau des problèmes qui nous gangrènent depuis 20 ans et auxquels les gouvernements successifs n'ont rien pu faire, parce qu'ils sont bloqués par la professionnalisation de la politique et par le quinquennat depuis 20 ans. Et là, j'en profite pour renforcer ce message, parce que, à moins de 2 semaines des élections présidentielles, il ne faut pas croire que trouver un nouveau président différent des précédents pendant 15 jours résoudra ce problème. Il faut vraiment faire monter une assemblée qui porte vraiment, collectivement, un plan pour résoudre ces problèmes. Sinon, ils perdureront. Mon avis personnel, c'est qu'on ne peut pas se permettre de les faire perdurer encore beaucoup de temps maintenant. Alors, 6 piliers dans ce plan, donc vous savez, je vous les redis rapidement. La réforme des territoires, les régions de la France, gouvernance et institutions, cette politique comme un service et pas comme un métier, innovation et croissance, libérer le capital d'entrepreneuriat de la France, le modèle social, simplifier nos allocations, donner un socle qui encourage un retour rapide à l'emploi, éducation et formation, remettre par une restauration de l'aura et du niveau du métier de professeur notre pays au niveau des meilleurs mondiaux, alors qu'on a quitté ce niveau et on a beaucoup décroché. Et enfin, ce soir, les affaires européennes. Et vous savez que tous ces 6 piliers contribuent à un objectif macroscopique, qui est le retour au plein emploi. Tous les grands pays qui sont comparables aux nôtres sont au plein emploi aujourd'hui. Et nous avons 10% de chômeurs. Voilà. Ce n'est pas une fatalité, c'est juste le résultat de ce blocage, de cette incurie, de ce fait que nous n'attaquons pas des problèmes simples, que nous nous cachons derrière des grandes théories idéologiques, au lieu d'attaquer simplement des problèmes que n'importe quelle entreprise résoudrait si elle se posait à elle. C'est ça que propose 577, et c'est vraiment l'urgence du moment. Alors, pour revenir à notre sujet de ce soir, l'Europe, et l'introduire de façon générale, il y a un baromètre qui est pris de temps en temps pour savoir un petit peu les attentes de la population au niveau européen. La dernière version date de mai 2016, et elle montre à l'évidence, vous les voyez ici, que 2 sujets dépassent de beaucoup tous les autres. Ce sont la politique sur l'immigration et puis la politique par rapport au terrorisme. Alors évidemment, c'est très relié à l'actualité récente. 2 sujets qui sont montés en flèche dans les dernières années. Mais voilà, ils sont nettement au-dessus de la situation économique, des finances, du chômage, etc. Et près de 9 personnes sur 10 estiment qu'il faut faire quelque chose sur ces 2 sujets-là. Alors ces 2 sujets pointent vers un thème qui est comment nous gérons nos frontières. La porosité de ces frontières, leur protection, et de façon plus vaste encore, comment l'Europe peut peser dans le concert international, et puis aussi, peut-être malheureusement, mais aussi au niveau de la puissance militaire, pour pouvoir défendre simplement l'intégrité de son territoire et ses intérêts. Alors, on doit constater que cette Europe, aujourd'hui, ne fait pas le poids sur la scène internationale. On le verra dans les chiffres, par exemple, des dépenses militaires, c'est évident.
parce qu'elle est éparpillée, parce qu'elle n'a pas de politique unifiée, parce qu'elle ne parle pas d'une seule voix. En fait, progressivement, cette question européenne ne peut plus être traitée comme un sujet annexe qui viendrait se surimposer à tous les autres, mais tous les sujets qui se posent à nous en tant que pays doivent être regardés aussi avec l'œil européen. La sécurité, l'économie, l'immigration, l'éducation, tous prennent progressivement, à mesure que notre pays est de plus en plus inclus dans cette plateforme de culture européenne, dans cette économie européenne, dans cette culture européenne, eh bien, tous ces sujets prennent une dimension européenne. Alors, les politiques ont vraiment une responsabilité là-dedans, parce que ce sont eux qui doivent impulser ces changements. Et évidemment, le rôle principal est dévolu à l'Assemblée européenne. Mais les assemblées nationales ont un rôle, ne serait-ce que de ne pas empêcher ce mouvement-là. On est dans une période où la nouvelle commission, la commission Juncker, mène une politique qui est beaucoup plus volontariste et audacieuse dans cette direction-là. On ne le dit pas assez, et c'est une opportunité. Il faut qu'on s'inscrive dans ce mouvement, et il faut que la France soit moteur de ce mouvement. Évidemment, l'Europe, on pourrait la prendre sous une multitude d'axes. Comme on l'a dit, pratiquement tous les sujets politiques pourraient être lus à l'échelle européenne, avec le principe de subsidiarité, bien sûr. Mais 577, pour cette mandature, pour ces 5 ans qui viennent, a choisi de se focaliser sur 2 sujets qui nous paraissent être ceux que l'urgence dicte. Le premier, c'est de mettre sur pied une politique européenne de sécurité et de défense. Alors, c'est évidemment relié à ses préoccupations sur l'immigration, sur les frontières, mais c'est logique par rapport à la montée de la Chine, de l'Asie, de la Russie, des États-Unis avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Nous avons un contexte géostratégique qui demande vraiment qu'on se focalise là-dessus. Et le deuxième, c'est la relance économique au niveau européen, puisque l'Europe souffre encore beaucoup du chômage, par les territoires et par ces projets qui vont unir différents territoires de différents pays autour de pôles d'intérêt commun. Donc le premier sujet sera cette politique de sécurité et de défense. Quand on regarde l'histoire, en fait, depuis 1949, donc l'après-guerre, ce qui est quand même un temps long, on voit qu'ici, tout de suite après la guerre, en 1950, il y a un plan qui a été proposé, le plan Pleven, et qui proposait déjà une communauté européenne de défense. Donc c'était vraiment au tout départ après la guerre, avec armée européenne, acquisition et budget commun. Acquisition d'armement, budget commun. Eh bien, cette proposition a été rejetée par l'Assemblée nationale française en 1954. Donc on voit bien là que même si l'Assemblée nationale française ne fait pas la politique européenne, elle peut la défaire. 1950, c'était quand même il y a 67 ans. Bon, pendant ces 67 ans, il s'est passé des choses. Petit à petit, on a cheminé vers cette idée, mais sans jamais la faire cristalliser. Une des étapes importantes, c'est le traité de Maastricht en 1993, qui établit une politique étrangère et de sécurité commune. Beaucoup d'étapes, mais une autre étape en 2009, le traité de Lisbonne, qui introduit une politique de sécurité et de défense commune, qui va plus loin. Il y a eu la création aussi d'une brigade commune avec l'Allemagne. Et en 2015, évidemment, il y a un basculement qui s'opère avec les attentats, qui sont déclenchés par l'attentat de Charlie Hebdo, qui continuera par l'attentat du Bataclan, et puis dans tous les pays européens. Et donc, ils conduisent à cette prise de conscience et cette urgence du thème de la protection de notre territoire, de l'herméticité de nos frontières, du contrôle de ces frontières. Ces schémas, je pense, vont suffire à montrer l'urgence du problème. Ici, ces petits sacs à dollars là, montrent l'évolution des dépenses de l'Europe, l'ensemble des pays qui constituent la communauté européenne, entre 1988 et 2016 sur le sujet de la défense. Vous voyez, ça passe de 373 milliards à 290 milliards. Alors on le voit aussi ici. Donc on est stable, on baisse en fait, on pense que le sujet n'est plus important. Évidemment, on a les États-Unis qui sont ici en gris clair et qui ont un budget grosso modo de 600 milliards. Donc déjà 600 milliards par rapport à 300, c'est le double de l'ensemble de l'Europe et c'est un budget unifié évidemment, il y a un commandement unique. Mais l'effet marquant depuis les années 2000, c'est la montée de l'Asie et de l'Océanie que vous voyez ici en orange et en rose. Alors vous avez les États-Unis ici, l'Europe en bleu, vous voyez l'Europe qui désinvestit militairement, les États-Unis qui ont beaucoup investi dans la période Bush et qui se situent à nouveau dans leurs 600 milliards de dépenses. Mais vous avez l'Asie qui arrive à un niveau qui bientôt va rejoindre celui des États-Unis. Évidemment, ça correspond à la montée en puissance de la Chine et
une telle montée en puissance ne peut pas ne pas signifier des intentions de prise de contrôle géostratégique sur la planète, voire, dans les cas de crise, des intentions agressives. Donc tout ça, vous voyez, ça c'est les dépenses du reste du monde, donc hors Europe, hors États-Unis, passé de 273 milliards à 1000 milliards en 20 ans. Donc il y a une énorme croissance des dépenses du reste du monde, et nous sommes en train de diminuer, et non seulement nous sommes en train de diminuer, mais nous sommes fragmentés, parce que ces 290 milliards, les plus gros budgets, c'est l'Angleterre et la France, c'est 55-60 milliards. Donc tout à fait sous-critique par rapport à des monstres pareils. Donc ça seulement justifie l'urgence de s'unir sur ce sujet-là. Alors, les opportunités, les défis qui se proposent à nous, c'est d'abord, il y a évidemment un continuum entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. On le voit bien avec la situation de Daesh, avec la Syrie. On voit bien que les problèmes de stabilité ou d'instabilité mondiaux ont immédiatement des conséquences sur notre territoire, des attentats et du terrorisme. 2015, c'est une année de rupture à cause des attentats qui ensanglantent nos pays. Évidemment, le Brexit crée un nouveau contexte. Le Royaume-Uni quitte la communauté européenne, et l'arrivée de Donald Trump, qui dit que l'OTAN est obsolète, redistribue les cartes. On ne sait pas très bien dans quelle direction, mais elle les redistribue. Alors, quelles sont nos forces ? Depuis ces derniers événements, on a eu le sentiment, et la Commission travaille dans ce sens-là, qu'il faut devenir un peu plus protectionniste, et qu'il faut vraiment s'occuper du sujet de la défense. On n'est plus juste dans un monde gentil qu'on peut garder ouvert. Non, il faut vraiment s'occuper de ce sujet-là. Les opportunités, c'est de crédibiliser notre politique étrangère. Évidemment, si nous parlons en tant qu'Europe d'une seule voix, on va être beaucoup plus crédible, on aura beaucoup plus d'impact. Et la deuxième, c'est de donner une préférence à l'industrie européenne de l'armement pour nous donner un avantage stratégique, ce que la France a toujours fait. La France, qui est une grande puissance militaire, a toujours eu une industrie de l'armement très forte et qui tirait les autres secteurs. Donc il s'agit de faire ça au niveau européen. Les faiblesses, c'est qu'on a un gros dysfonctionnement de cette industrie de l'armement européenne, elle est très éparpillée. On n'a pas du tout d'appel d'offres communs, les Anglais, les Français, tout le monde fait des appels d'offres séparés, donc des tailles sous-critiques, et on n'arrive pas à vraiment alimenter cette industrie avec une économie d'échelle de la taille de l'Asie ou de la taille de celle des États-Unis. Un désarmement, on l'a vu dans les dernières années, ce budget qui a descendu. Et puis donc une faiblesse de nos capacités stratégiques, parce qu'on ne parle pas d'une seule voix. Enfin, la France parle, l'Angleterre parle, tout le monde parle, il n'y en a pas une voix européenne. Les menaces qui sont en face de nous, c'est la dislocation de l'Union européenne, avec toute la montée des tendances à penser que ça serait beaucoup mieux si on était chacun chez soi. La perte de notre autonomie stratégique, qu'on retombe dans le giron de l'un ou l'autre, qu'on soit obligé de se faire protéger par l'un ou l'autre des grands, puisqu'on n'aura absolument pas la taille pour s'assurer de ça nous-mêmes. Et enfin, on n'est pas à l'abri d'un rapprochement Moscou-Washington qui serait rendu nécessaire par la montée de la Chine pour préserver les intérêts stratégiques, économiques de ces deux continents, en particulier en Afrique, qui est à nos portes. Donc on est sur un tournant stratégique. Le nouveau président américain, dont on ne peut pas tellement savoir comment il va s'orienter, mais enfin il dit quand même que l'OTAN est obsolète, ce qui est quand même un signal extrêmement fort, et qui nous engage, qui nous invite à construire notre propre système de défense, d'autant qu'on a une taille critique, on a une technologie, on a un passé qui nous le permettent, on n'a pas à dépendre des autres sur ce sujet-là. Alors, 4 propositions pour bouger dans cette direction-là. Le fameux livre blanc qui est au niveau français, qui est en gros le programme d'investissement militaire, la stratégie militaire pour les années qui viennent, et bien le porter au niveau européen et le faire porter par les 27. Réunir les 3 gros pays européens, donc Angleterre, Allemagne, France, en un traité d'alliance stratégique. Dynamiser notre industrie européenne de défense pour qu'elle alimente cette ambition, et reprendre le contrôle de nos frontières, à la fois intérieures et extérieures. Alors ce livre blanc, la proposition, c'est la rédaction de ce livre blanc qui traiterait à la fois des affaires extérieures et des affaires intérieures, puisqu'on voit que les deux sont liés. On ne peut pas aujourd'hui s'occuper uniquement de la défense du territoire sans s'occuper de la géostratégie et puis de notre position sur les grands conflits qui agitent le monde. La France a un rôle moteur à jouer là-dedans, par son histoire, par son armée, par sa position, puisqu'elle est la seule à jouer un rôle à l'international pour l'instant. Donc elle doit se montrer proactive dans ce processus de création, encourager ses partenaires, incarner cette volonté politique,
Et puis rassurer chacun des partenaires sur le fait que chacun va perdre un bout de son leadership, mais il faut le mettre au commun, au service d'un bien plus grand. Et là encore, c'est le principe de subsidiarité, mais vraiment, qui trouve vraiment son expression, parce que s'il y a un sujet où chacun des pays ne sait pas le faire, et encore moins les régions, c'est bien celui-là. Donc celui-là, on doit le porter ensemble, collectivement, au niveau de l'Europe. L'horizon temporel, c'est 2020, pour établir ce livre blanc. Et son esprit, c'est les notions de solidarité entre les États européens, de coopération, et avec en particulier ce noyau de solidarité entre Angleterre, Allemagne et France en cas d'agression, et pour construire vraiment le noyau de la défense et de la force commune. Et le principe de subsidiarité pour déléguer à chacun des pays une partie de ce système en fonction de sa position géographique, en fonction de ses atouts particuliers ou de son savoir-faire particulier. Alors, il y a des outils existants, en particulier ce livre blanc doit les renforcer. Il y a une clause de solidarité qui est prévue dans le traité de Lisbonne. Il faut la renforcer et l'amener à forcer tout le monde à agir de manière coordonnée et pas désordonnée. Renforcer les mandats d'arrêt européens, donc qui permettent de saisir des gens sur l'ensemble du territoire, comme si on était un seul territoire en fait. Durcir la législation européenne sur le commerce des armes. Évidemment, tout ce qui est transit aérien, mettre en œuvre et appliquer le PNR, le système d'enregistrement Passenger Name Record, pour pouvoir vraiment contrôler ce qui rentre et ce qui sort de nos territoires. Approfondir la coopération de nos appareils policiers entre nos États, en particulier Europol, qui ne doit plus être un système uniquement d'investigation, mais qui doit avoir un vrai pouvoir d'arrestation, parce que sinon on perd un temps fou entre des gens qui ont un pouvoir d'identifier des menaces, mais qui n'ont pas le pouvoir d'intervenir en fait. Et créer enfin un parquet collégial au niveau européen et qui renforcerait les pouvoirs de ce qui existe déjà, qui s'appelle Eurojust et Olaf. Alors, maintenant le noyau dur, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le renforcement de cette politique de sécurité doit être porté par le noyau des États forts dans ce domaine, qui sont ces trois-là. Cette coopération doit être menée par la France et elle doit se formaliser par un projet de traité de défense entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Défense commune et défense pour le territoire européen. Cela permettra à l'Europe d'acquérir son autonomie stratégique, parce que c'est ce noyau-là qui lui donnera son pouvoir de conviction qu'elle sait faire quelque chose. Et il doit avoir une valeur juridique fondamentale qui permette d'engager mutuellement les forces en cas de conflit, en cas de menace. Alors pourquoi avec ces deux-là? Le Royaume-Uni, évidemment, c'est le seul qui, avec la France, possède l'arme nucléaire. Ce traité serait un message très fort dans une période de flou et de crise liée au Brexit, évidemment. Donc un message d'unité politique forte sur le sujet qui dépasse tous les autres et qui est cette sécurité du territoire. Et puis, historiquement, cette coopération a toujours très bien fonctionné. Elle a fonctionné pendant la guerre, pendant les deux guerres mondiales. Enfin, c'est une coopération historique. Pourquoi l'Allemagne? Historiquement, le couple franco-allemand est évidemment le cœur et le moteur de l'intégration européenne. Sur le plan militaire, il y a un embryon de cette force, qui est la brigade germano-française. Elle est constituée depuis 1989, elle réunit 5000 hommes, dont 58% de soldats allemands, et ça pourrait être un socle solide pour cette défense commune. Sur le plan économique, l'Allemagne veut bien renforcer son investissement dans le domaine militaire. Et enfin, sur le plan budgétaire, elle augmente ses crédits, donc de 34 milliards à 39 milliards. Donc, je vous rappelle, la France est 55 milliards, donc on voit l'Allemagne qui monte aussi à un niveau de budgétisation militaire qui, avec l'Angleterre et la France, permettrait d'arriver dans le voisinage de 200 milliards, qui est à peu près le point un petit peu en dessous de là où est la Chine pour l'instant. Donc voilà, c'est pas ridicule, on aurait un poids financier mis dans la défense qui serait comparable à ce que fait la Chine aujourd'hui. Et progressivement, en agrégeant autour les budgets d'autres États européens, on peut jouer à avoir un poids qui dissuade et qui nous permet vraiment d'avoir notre voix dans le concert international. Les objectifs d'un tel traité seraient donc, d'une part, de donner évidemment une impulsion politique nouvelle à l'Union européenne, puisqu'on sait très bien qu'à partir du moment où on a une politique de défense et une politique internationale commune forte, ça veut dire qu'on a une politique tout court. On parle dans le concert international, non pas avec des recommandations ou dans un concert à plusieurs voix, mais d'une voix et avec la possibilité d'intervenir. Et puis, c'est un traité qui serait exemplaire pour l'ensemble des autres pays européens, pour les inviter en particulier à suivre les recommandations
des sommets de l'OTAN récents, du Pays de Galles et de Varsovie, donc qui demande à tout le monde de monter son budget de défense à 2% du PIB. Alors vous voyez ici l'état des lieux. On a le 2%, c'est la ligne verte. Donc on a la France ici qui est à 1,78, les États-Unis à 3,61, le Royaume-Uni à 2,21. Bon, disons la France et le Royaume-Uni sont à peu près aux 2, mais vous avez par exemple l'Allemagne qui est à 1,19. Donc l'Allemagne peut faire un effort d'un facteur 2 pour remonter à ce que demande l'OTAN, et à ce moment-là, on aura une assise suffisante. Deuxième volet qui va avec, c'est comment on alimente cette politique de défense par l'industrie, par évidemment l'excellence de l'outil militaire, et ce qui tire classiquement l'ensemble de l'industrie. Donc relancer cette politique de défense, c'est une priorité, mais ça ne se fera pas sans enrayer le déclin de l'industrie sous-jacente, et donc on a besoin d'établir une base industrielle solide. Alors on voit ici qu'elle s'érode peu à peu. On a ici l'Union européenne, les ventes d'armement conventionnel intra-Union européenne et extra. Donc on voit que c'est passé en gros de 36-38% aujourd'hui à 28% sur les 10 dernières années, une perte de 10% quand même de part de marché. Et là, pendant le même temps, les États-Unis sont passés de 30 à 37. Donc c'est eux qui vendent le plus d'armes conventionnelles dans l'ensemble du monde. Et puis on voit la Russie, qui est à peu près stable, et on voit la croissance du reste du monde, donc de l'Asie, qui arrive sur ce marché-là. Voilà. Donc ça a aussi une dimension économique, évidemment. Alors quelles sont les lacunes de cette industrie européenne de défense? Essentiellement, elle est atomisée. On est subdivisé en entités sous-critiques, évidemment, par rapport à la Chine, à la Russie ou aux États-Unis. Donc on utilise mal nos ressources. On a un risque de décrochage industriel et technologique parce qu'on est sous la pression en même temps économique et sous la pression de la compétitivité industrielle qui est bien meilleure dans des pays comme l'Asie, par exemple, et qu'on n'a pas les économies d'échelle. Donc on a un manque de coordination entre un nombre croissant d'intervenants qui se concurrencent entre eux sur notre territoire plutôt que de coopérer. Et enfin, on a un manque total d'interopérabilité entre les 28 armées du continent européen, couplé à une réduction des dépenses. Donc ça donne un paysage très atomisé, très sous-critique, où finalement on dépense beaucoup collectivement, mais notre impact et notre résultat collectif est très faible. Voilà, on voit ici le problème très très simplement, c'est le pourcentage d'équipements militaires qui ont été achetés par des programmes nationaux, pays par pays, en coopération européenne ou avec d'autres coopérations. Donc on voit bien qu'ici, en 2011, on avait 75% qui étaient achetés par les programmes nationaux et 25% en coopération européenne, et c'est passé en 2013 à 90%, et c'était réduit à 8% pour la coopération européenne. Donc on voit une espèce de crispation, de retour sur soi, qui est totalement stérile, parce que quand on est face à des monstres qui investissent 600 milliards d'euros, où on a vu le reste du monde avec 1000 milliards d'euros, une France qui a 55 milliards et qui est un des plus gros pays européens ne pèse rien, ne peut pas tirer une industrie comme ça elle toute seule. Donc, pour qu'elle soit forte, cette industrie européenne, il faut évidemment mutualiser les efforts de défense, créer un fonds européen de défense, et Jean-Claude Juncker l'a proposé dans son discours au Parlement en septembre 2016, pour stimuler la recherche et l'innovation, promouvoir une démarche collective entre Européens, un véritable cofinancement des investissements dans ce domaine, renforcer la coordination et la coopération en matière de défense, et inciter, y compris financièrement, ces coopérations intra-européennes, développer des accords bi- ou trinationaux, donc on a vu cet accord fondamental sur la France, Allemagne et Angleterre. On peut avoir aussi une spécialisation par État, technologie par technologie, et développer une stratégie industrielle horizontale, c'est-à-dire pas un empilement vertical de choses qui se dupliquent plus ou moins et qui sont tous sous critique. Et enfin, donner une préférence, évidemment pour ces sujets-là, à l'achat européen, puisqu'il y a aussi des sujets de secret, enfin d'avantages compétitifs, on dirait, dans l'industrie, mais là, pour l'armement, c'est encore plus grave, c'est des avantages stratégiques, avec des technologies qu'on a développées et qu'on ne va pas laisser partir à l'étranger, et à des ennemis potentiels, évidemment. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi le sujet des contrôles des frontières extérieures et intérieures. Donc ça, c'est le sujet de Schengen. Schengen a été signé il y a 30 ans, il a été mis en œuvre il y a 20 ans, et récemment, la crise des réfugiés et les attentats terroristes ont montré les imperfections de l'espace Schengen.
Alors, malheureusement, il déclenche une réaction qui est le repli chacun sur son territoire. Et cette solution-là ne peut pas tenir du tout. Parce que chaque pays est sous critique, ça va demander des investissements pour protéger les frontières qui sont énormes, chacun dans son coin, et de toute façon, il y aura une porosité de ces frontières si on ne prend pas le sujet au niveau européen. Vu les flux de personnes qu'il y a maintenant dans le monde actuel, on ne peut pas résoudre ce problème en se repliant chacun sur son château fort. Un autre sujet, c'est qu'il y a deux sujets derrière. Il y a la crise migratoire et il y a le terrorisme. Donc, c'est un sujet difficile, c'est une question délicate, parce qu'il faut à la fois répondre aux peurs qui sont liées au terrorisme et répondre au devoir moral d'accueillir les réfugiés. Voilà, on a ces deux sujets en même temps, et il ne faut pas faire d'amalgame entre les deux, du point de vue de la posture intellectuelle, c'est fondamental. Alors, on a vraiment une explosion de la demande du droit d'asile, on le voit ici en 2015. On la voyait déjà monter, puisqu'en 2008, c'était 226 000 personnes qui demandaient le droit d'asile. C'était monté à 626 000 en 2014, et c'est 1 255 000. Donc il y a un doublement entre 2014 et 2015, on le sait bien. C'est l'afflux des réfugiés, des guerres du Proche-Orient, d'Afrique, etc. Alors cet espace Schengen, le voilà, donc, pour ceux qui ne le visualiseraient pas bien. Donc on a en rose là, des pays qui sont à la fois dans l'Union européenne et dans l'espace Schengen, donc dans cet espace où on peut circuler en fait librement. On a des pays qui ne sont pas dans l'UE, mais qui sont dans l'espace Schengen. Donc, vous voyez, la Suisse ici, la Norvège. Et puis on a à l'inverse, on a des pays qui sont encore, comme le Royaume-Uni, comme ici, dans l'Union européenne, mais qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Alors voilà la liste des pays de l'espace Schengen. Donc la stratégie que propose 577, c'est d'améliorer et de renforcer cet espace Schengen. Pourquoi? Parce que la tentative de repli sur soi est une erreur manifeste. On ne va pas se protéger devant des menaces de cette taille-là en essayant chacun de se replier dans sa maison. Il faut, quand un territoire est assiégé, est envahi pour donner cette image, la stratégie, c'est pas que chacun défende sa maison. La stratégie, c'est d'aller créer une barrière au bord du territoire. Au niveau national, de toute façon, ça engendrerait de nouvelles infrastructures et de nouvelles dépenses. Et revenir sur les acquis de Schengen, c'est vraiment détruire le socle même du projet européen, qui quand même part de la Deuxième Guerre mondiale, part de ce socle de culture commune, part aussi d'une évolution macroscopique du monde qui conduit les gens à aller faire leurs études, à s'installer, à vivre sur un territoire de la taille de l'Europe, en particulier les jeunes générations. Schengen est incontestablement un accélérateur de progrès, un simplificateur de déplacement, de coopération entre les régions, entre les universités, entre les sites de recherche, on verra ça plus tard. Donc détruire ce qui constitue par ailleurs le cœur de la construction européenne n'est certainement pas la solution. La solution que nous défendons, c'est de renforcer la frontière extérieure et de lui faire vraiment jouer son rôle, qui est celle d'un filtre. Et la coopération à l'intérieur en termes de sécurité. Voilà. Encore une fois, je crois que l'image du pays attaqué, on avait construit la ligne Maginot, qui n'a pas bien fonctionné, mais enfin l'idée qui vient quand on veut se protéger sur un territoire, c'est de construire quelque chose à la limite du territoire, pas de construire individuellement à l'intérieur des petites protections sur toutes ces entités, ça paraît stupide. Voilà. Donc ça nécessite une volonté politique commune, et ça va nécessiter évidemment un transfert de souveraineté. C'est vraiment encore le principe de subsidiarité, il va falloir admettre que des choses qu'on contrôlait dans le passé soient maintenant contrôlées au niveau européen, mais il faut vraiment le faire. Sinon, évidemment, c'est frustrant, et il y a cette tentation derrière de se replier chacun chez soi. Alors, il y a des choses qui ont démarré, quelque chose qui s'appelle Frontex, qui est donc l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, mais il faut aller plus loin, il faut que ce soit vraiment une police des frontières extérieures, il faut harmoniser le droit d'asile entre tous les États membres, renforcer les points chauds, donc là où les migrants affluent en fait, pour pouvoir faire ce filtrage. Et à long terme, il faut qu'on crée une véritable politique migratoire. Il faut qu'on se mette d'accord ensemble sur quel flux on accepte, quelle quantité, comment on se comporte vis-à-vis des pays d'où ces flux sortent. Voilà, on ne peut pas le faire chacun pour soi et chacun individuellement, il faut le faire au niveau européen, cette stratégie globale vis-à-vis de la migration. Voilà, donc ça c'est le volet sécurité-défense, donc on voit bien un aspect géostratégique de construction d'une plateforme suffisamment importante pour qu'elle parle au niveau mondial, elle ait son poids, elle nous protège face aux monstres qui nous environnent, et elle tire une industrie forte, innovante, qui donne les capacités, d'une part de défense au bon niveau technologique, et d'autre part qui tire l'économie. Et sur la protection des frontières,
il n'est pas question de se replier chacun dans son château fort, mais de renforcer le rôle de filtre de la frontière européenne, donc de l'espace Schengen, et de renforcer les coopérations internes pour créer une capacité d'identification, d'arrestation, de jugement des délinquants au niveau européen. Pour simplifier, c'est ça l'idée. Deuxième volet que nous poussons pour cette mandature, encore une fois, ce n'est pas toute l'Europe que nous traitons là, non, loin de là, c'est deux grands sujets, c'est l'Europe des territoires. Alors, il est évident, on l'a vu, 577 pour la France pousse une vision où la dynamique économique du pays, de la France, se ferait à partir de 8 régions fortes, qui sont les bassins suffisamment compacts et suffisamment forts pour pouvoir être des poumons économiques où les gens vivent, où ils entreprennent, où toutes les composantes de la dynamique d'entreprise se retrouvent en proximité. On estime que l'Europe et la France ne pourront pas exister dans le concert mondial si elles n'ont pas ces régions fortes, nationales, compétitives. De même que les États-Unis n'existeraient pas s'il y avait une Silicon Valley forte ou d'autres États des États-Unis qui, sur certains sujets, Seattle, l'aéronautique, soient vraiment des États forts technologiquement. C'est la même chose. Cette gouvernance régionale doit être consolidée. Ça ne doit pas être un éparpillement, mais elle doit être consolidée au niveau européen, et c'est l'idée avec des projets qui relient les différentes régions qui travaillent autour d'une même industrie. Alors on a déjà des projets comme ça entre la région de Toulouse et la région d'Hambourg, par exemple, sur l'aéronautique. Mais on peut en imaginer bien d'autres, et le projet de défense dont on a parlé précédemment peut ouvrir à beaucoup de projets de ce type. Donc, c'est vraiment une façon, derrière ces coopérations, de construire une Europe des projets, une Europe qui vienne des peuples, des intérêts, des capacités, des talents locaux, mais qui ne restent pas dispersés, qui s'unissent en des projets transfrontaliers sur des sujets qui lient différentes régions appartenant à différents États, mais qu'un même intérêt, une même capacité, une même position économique dominante peut lier. Alors, c'est en continuité avec ce qui se fait, puisqu'aujourd'hui, après la politique agricole commune, cette politique régionale est le deuxième budget de l'Europe. Il y a 32,5% du budget européen qui est mis là-dedans, il y a quand même 350 milliards d'euros, ce qui est quand même un énorme budget. Et c'est mis en œuvre par 3 fonds principaux, qui s'appellent le FEDER, Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et le Fonds social européen, plus d'autres un peu plus mineurs. Mais, alors, il y a une lacune, c'est que cette politique, avec l'arrivée massive des élargissements de la communauté européenne, s'est concentrée, s'est un peu dispersée pour permettre aux nouveaux entrants de se mettre un peu au niveau. Et ça s'est fait au détriment de la focalisation sur les métropoles comme pôles de croissance. Donc il va s'agir de réorienter ces fonds vers ces pôles de croissance forts autour de ces projets qui vont tirer l'ensemble du continent. Donc il s'agit de réorienter ces fonds, ils existent déjà. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'organiser une meilleure coopération entre les régions européennes. Donc ça s'inscrit totalement dans notre proposition Ouvrons la France par les territoires, les 8 régions fortes. Le principe de subsidiarité doit être au cœur de cette dynamique pour laisser ces régions entreprendre entre elles sur les projets qui vont multiplier et dynamiser leurs propres points forts. On défend une Europe des projets pragmatiques, fondée sur ces coopérations, et on encourage fortement les coopérations qui existent déjà, mais qui ne sont pas assez exploitées. Alors voilà un exemple qui existe depuis 1989, qui s'appelle l'Arc Atlantique. Alors on le voit en vert foncé, là, comme son nom l'indique, c'est toute la façade européenne qui regarde l'océan. Irlande, Royaume-Uni, France, Espagne, Portugal, qui regroupe 60 millions d'habitants, donc qui est aussi grand que la France. Voilà, c'est un sujet transverse, c'est un projet de la taille de la France, et qui peut traiter tous les sujets liés à la mer, à la pêche, à l'exploitation des forces marines, voilà, bien sûr à l'écologie, à la conservation du milieu marin, tous ces sujets-là. Voilà une économie d'échelle qui relie tous ces sujets et qui, en les liant entre eux, ils peuvent démultiplier leur potentiel parce qu'ils sont 60 millions et ils sont plus dispersés en une multitude de petites entités. Pour renforcer cette gouvernance régionale, il faut renforcer ce travail transnational, transfrontalier et le faire peser plus fortement auprès des instances européennes. En particulier, il va falloir s'organiser pour que les régions françaises, ces 8 régions fortes, soient présentes à Bruxelles auprès des instances européennes pour promouvoir, pour porter ces projets avec d'autres régions d'Europe qui seraient dans leur sphère d'intérêt.
Le principe de subsidiarité va s'appliquer clairement entre les régions, les États et Bruxelles. Bruxelles aidant la constitution de ces projets, injectant l'argent qui permet à ces sujets de vivre, dans ces 351 milliards d'euros, mais les régions étant le fer de lance, ceux qui implémentent. Cette coopération est nécessaire pour générer de l'emploi, bien sûr. Elle doit s'adresser à l'ensemble des régions européennes et soutenir l'attractivité des métropoles françaises en particulier, bien sûr, ces 8 métropoles des 8 régions fortes de la France. Autre exemple donc, qui s'est développé s'appelle Cluster X, alors c'est dans le domaine de l'innovation, et ça relie des clusters, des pôles de compétitivité, des pôles de recherche et d'innovation dans des pays, voilà, dans 8 pays européens, et qui permettent de partager les meilleures pratiques, les résultats, de mettre en commun les forces, et donc de démultiplier cette capacité de recherche et d'innovation, qui est un autre, évidemment, un axe extrêmement important. Alors, dernier sujet qui est extrêmement fort pour nous, sur lequel Jean-Christophe Fromentin a beaucoup travaillé dans la dernière mandature, c'est l'importance des ports français. Une des conséquences de cette liaison entre les régions qui partagent des intérêts communs pourrait être de remettre nos ports français au niveau d'activité auquel ils peuvent prétendre vu leur exposition à la mer et leur position dans le tissu économique. Donc, ils sont trop désenclavés, ils sont en perte de compétitivité, mais on a 3 façades maritimes, donc la Manche, la mer du Nord, l'océan Atlantique et la Méditerranée. On a 7 ports, Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Marseille, et on a un des plus longs littoraux du monde. Et pourtant, on est en contraste total avec les très grands ports européens, Anvers ou Rotterdam. Alors on le voit à l'évidence sur ce graphe. Donc on voit nos ports français ici, en chiffre d'affaires et en trafic total, La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Rouen, jusqu'à Le Havre. Là on voit Anvers, on voit Amsterdam, on voit Rotterdam, on voit Anvers, Hambourg et Barcelone. Alors, très frappant, nos 6 ports maritimes français, tous ensemble, font moins de transactions que Rotterdam à lui tout seul. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que ce qu'on appelle le Hinterland, qui est un mot allemand, des ports maritimes français, n'est pas développé. C'est-à-dire qu'on n'a pas connecté nos ports au tissu d'entreprises qui évidemment sont ceux qui veulent passer par eux pour transiter leurs marchandises. Donc il s'agit de développer cet Hinterland et ça va être un des grands sujets de l'emprunt dont on a parlé dans la réforme des territoires, cet emprunt de 70 à 80 milliards d'euros sur l'épargne des Français dans les territoires pour alimenter le développement de ces infrastructures et en particulier le réseau fluvial, parce qu'on a un réseau fluvial qui représente 25% du réseau européen mais qui n'assure que 4% du transport des marchandises, alors qu'en Allemagne c'est 12%. Voilà, donc on voit bien qu'on a un problème de développement de notre infrastructure, d'atteinte de ce littoral qui est pourtant vaste, et de ces ports qui pourraient avoir une activité beaucoup plus importante que ce qu'ils ont pour l'instant. Alors il ne s'agit pas non plus de construire au Havre un deuxième Rotterdam, il s'agit, en coopération avec les Européens, de spécialiser nos ports dans tel ou tel domaine. Donc voilà, une spécialisation du port du Havre pourrait être ce que nous pousserions par rapport à une pure concurrence sur tous les secteurs par rapport à des géants comme Rotterdam. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce balayage des 2 propositions phares sur l'Europe, qui sont l'Europe de la défense et l'Europe des territoires. Et pour résumer, il est clair que 577 s'inscrit clairement dans l'Europe. La tentation du repli sur soi, qui peut être alimentée par les peurs actuelles, par les menaces perçues, par une certaine nostalgie du passé, est compréhensible, mais c'est une erreur manifeste. À l'heure où des grands pays de la taille d'un continent, les États-Unis, la Russie, la Chine, prennent une taille telle qu'aucun des pays européens individuellement n'a une chance de leur faire face. Et en particulier sur les sujets vitaux comme celui de la défense. Donc, c'est pour ça que 577 pour la France, bien qu'il n'ait pas une vocation pour l'instant à porter des députés européens, a un volet délibérément européen dans son programme. Cette question européenne, progressivement, ne devra d'ailleurs plus être traitée comme une annexe à nos politiques nationales, mais chaque politique devra être incluse avec le principe de subsidiarité dans une réflexion qui se déploie depuis le niveau européen jusqu'au niveau des régions. Mais au niveau de cette mandature, pour se focaliser sur les urgences, nous nous focalisons sur 2 sujets. Le premier, c'est la politique européenne de défense.
et de sécurité, comme nous l'avons vu, avec le renforcement des contrôles aux frontières, avec la mise en commun sur 3 pays noyaux de notre force, avec un traité de défense commune, et avec progressivement l'agrégation autour de ces 3 des 27 autres, supportée par la mutualisation d'une industrie de la défense commune, qui propulse l'innovation, qui propulse l'économie. Et deuxième volet, la relance économique de l'Europe, des territoires, c'est-à-dire à partir du moment où on a des régions fortes, il y a les Länder forts en allemand, il y a les régions fortes en Italie aussi, la Catalogne en Espagne, etc., et bien les lier dans des projets transfrontaliers qui multiplient, qui démultiplient leur capacité d'intervention et leur capacité de développement. Une Europe des projets, une Europe qui parte vraiment du concret, du vécu et des capacités des territoires économiques et qui les mettent ensemble pour les démultiplier. Voilà, c'était le 6e volet de 577 pour la France. J'espère que ce panorama en 6 volets vous aura permis de vous faire une bonne idée de ce que nous portons. Je le résume encore très brièvement, mais nous portons vraiment un programme concret de remise sur les rails de la France parce que le monde en a besoin, nous en avons besoin, nous ne pouvons plus attendre. Alors ne nous laissons pas fasciner par les incantations théorico, philosophico, politico, je ne sais pas quoi. Regardons vraiment l'urgence des actions et si nous voulons vraiment que les